Merci beaucoup, M. Saint-Germain. Alors, je vous donne un peu le déroulement de la soirée d'aujourd'hui. On a 3 intervenants qui vont prendre la parole pour vous avec des sujets très différents les uns des autres. Il y a Luc Poirier, M. Poirier qui sera là pour faire l'état des lieux, l'historique un peu, j'imagine aussi, voir d'où ça part et où est-ce qu'on est rendu. Il y a également M. Denis Lefebvre qui est directeur d'expertise chez Stantec qui va nous présenter les principaux enjeux techniques de la chose. Et on a M. Frédéric Betté qui est président de COSIM Infrastructure et Énergie qui va revenir sur les retombées économiques de ce projet-là. Une fois que ces gens-là auront pris la parole, on aura une période d'échange, période de questions. Alors, ce sera le temps pour vous. Nos 3 intervenants vont se prêter à ce jeu-là, donc de répondre à vos questions. Est-ce que vous êtes prêts? Prêtes? Alors, on va accueillir le promoteur du projet, M. Luc Poirier. Bonsoir tout le monde. Merci de accueillir ma gang de professionnels qui vont vous jaser tout à l'heure. J'aimerais tout d'abord prendre 2 minutes pour remercier Richard, Laurent, Jocelyn et les autres de près ou de loin qui ont réussi à faire un succès de cette soirée. Je pense qu'on travaillait fort. J'aimerais les applaudir si vous voulez bien. Je suis content de vous voir ce soir. Tout simplement parce que le projet du pont, c'est pas mon projet de pont, c'est vraiment le projet, c'est votre projet. Puis ça fait quelques mois que je dis, prenez-le en main, appropriez-vous-le, puis travaillons tous ensemble pour réussir. Puis là, je vois qu'aujourd'hui, j'espère que ça va être le début d'un commencement et d'une fin à un moment donné que quand ça va être la fin, ça va être avant 2028, j'espère. Donc, j'espère qu'on va tous réussir. Puis, ne lâchez pas. On est sur la bonne voie. Puis depuis 50 ans, je pense qu'on n'a jamais été aussi près de réussir. Donc, merci encore d'être présent. Grosso modo, je vais faire un petit historique. Comment ça fonctionne, comment ça a commencé, ce projet-là. Il y a à peu près 2 ans, quand il y a eu la grève des traversiers, moi, j'étais pas du tout dans ce coin ici. J'habite sur la rive sud de Montréal, en Candiac, en fait. Puis, la grève des traversiers ici a eu des répercussions même à Montréal. Donc, on l'a vu avec le tunnel Louis-Hippolyte, par exemple, qui était plus engorgé, etc. Donc, j'ai décidé de voir s'il y avait une solution potentielle, nouvelle, qui serait intéressante. Donc, j'ai appelé M. Lefebvre, qui est le spécialiste, M. Lefebvre qui est ici, qui est le spécialiste au Québec des structures au niveau des ponts. Okay. Il en faisait à l'époque, quand j'ai été rencontré, il en faisait 14 qui étaient sur la planche à dessin, qui travaillaient à ce moment-là. Puis, j'ai dit, Denis, est-ce que tu es capable de me trouver comment une étude de préfaisabilité, est-ce que c'est possible? Comment ça coûterait? Les délais, etc. Puis, finalement, on s'est rendu compte que c'est tout à fait possible. L'étude de préfaisabilité, j'y ai donné le mandat. Puis, on s'est rendu compte, quand elle est arrivée, quelques semaines plus tard, on s'est rendu compte que c'est possible de faire un pont ici, que ça ne coûterait pas une fortune. Il y a des données qu'on n'a pas encore, comme par exemple au niveau de la géotechnique, qu'on ne sait pas exactement. Il faudrait faire des forages plus évolués pour savoir le coût exact. Mais on sait à peu près, on l'a chiffré le coût, comment ça coûterait le pont. À peu près 360 millions avec les frais on appelle ça les soft costs, nous, en termes immobiliers et d'infrastructure. Donc, à peu près 400 millions, grosso modo, avec tous les frais connexes à ça. Puis, au niveau du technique, moi, je voulais savoir si, au niveau technique, il n'y avait pas de contraintes, parce que le sol ici est différent d'ailleurs, donc il n'y a pas de capacité portante. C'était notre gros concern. Au niveau également de l'environnement. Donc, on parlait de tourbières, par exemple, dans la région. On parlait aussi au niveau de la voie maritime. On savait que très, très, très importante ici, la voie maritime. On a une zone que les navires prennent une pause avant de continuer dans le Saint-Laurent. Donc, on voulait vérifier également s'il y avait des contraintes majeures. Puis, on s'est rendu compte que non, tout est possible. On a rencontré la voie maritime avec le dossier. On a rencontré, comme je vous dis, l'environnement. On a vérifié au niveau de l'environnement. C'est possible.
Donc, on a fait vraiment avec Denis, sa firme, vraiment, à l'intérieur, ils ont tous les domaines, donc aussi l'environnement, et la génie et les autres. Puis, dans l'étude, ça l'a dit que c'est possible de faire un pont. On sait les coûts ou à peu près, dépendamment des sols. Ça peut jouer de 20 millions de plus, 20 millions de moins, dépendamment de la qualité des sols. Puis là, avec cette étude-là, je me suis dit, on va aller voir l'étude économique pour voir si, au niveau économique, c'était possible. Parce qu'on a bien beau avoir le meilleur projet au monde, si l'économie ne suit pas, on ne peut pas le réaliser. Donc, j'ai demandé à M. Betté ici. M. Betté faisait partie prenante de l'autoroute, le pont de l'autoroute 25. Donc, je l'ai connu à ce moment-là parce que j'avais un projet, moi, de tunnel à Montréal, donc entre Montréal et la Rive-Sud. Puis, un de mes partenaires dans le projet de tunnel, c'était Cossim, la firme qui a réalisé l'A25. Donc, j'ai été le voir. Puis, finalement, on s'est rendu compte. En fait, qu'est-ce qu'on voulait savoir surtout? C'était je voulais faire un modèle économique qui se tienne, donc qui est réalisable. Et pour ce faire, dans ma tête, je me suis dit, les traversiers, ça coûte une fortune, OK, à faire fonctionner. C'est archaïque, c'est désuet, ça pollue énormément. Puis là, je me suis dit, il y a souvent moyen de trouver combien ça coûte vraiment les frais de traversier. Parce que le gouvernement souvent dit, le traversier de Sorel, il n'est pas si pire, il est rentable, pas les autres, mais lui, il n'est pas si pire, il a assez d'achalandage. Mais on s'est rendu compte, on a demandé avec la loi de l'information, on a toute eu l'information de la Société des traversiers, puis on s'est rendu compte qu'il y a une grosse perte. Les traversiers coûtent à peu près 40 millions au gouvernement, donc à vous tous, parce que c'est les contribuables qui payent le manque à gagner. Donc environ 40 millions par année. Puis ça, c'est sans compter les projections que souvent le gouvernement fait et que, par exemple, achète 2 traversiers pour 125 millions, puis là, ils sont rendus à 300 millions, puis ça n'a pas fini, les coûts n'ont pas fini de monter, comme vous avez vu avec les traversiers, je crois, à Tadoussac. Donc, on s'est rendu compte qu'avec 40 millions que ça coûtait, on s'est dit, si on ferait une solution un peu gagnante-gagnante, donc tout le monde gagnerait. Puis, la façon que moi je pensais, c'est il y a 40 millions que vous dépensez, que vous jetez à l'eau dans les deux sens du terme, là, parce que ça coûte 40 millions. J'ai dit, pourquoi que je vous prépare pas un projet de pont, puis que je vous demande une partie de cet argent-là que, de toute façon, le gouvernement injecte, donc paye de toute façon, puis que je vous demande juste à peu près la moitié. Au début, c'était 18 millions que je demandais pour faire le projet. Donc, 18 millions par année au lieu de 40 millions. Puis, l'avantage, c'est qu'à un moment donné, le 18 millions, le gouvernement arrête de le payer, contrairement à un traversier que dans 50 ans, dans 100 ans, les coûts vont juste augmenter de façon vertigineuse. D'ailleurs, on le voit là, avec le traversier de 125 millions, puis c'est rendu plus de 300 millions. Donc, les coûts vont continuer à augmenter avec les traversiers. Puis, on est dans une ère de développement durable. Puis, un traversier, c'est pas très, très développement durable. Donc, ça serait peut-être temps de regarder ça. Puis, moi, je me suis dit, c'est win-win pour tout le monde. Donc, moi, ça me permet de faire, de combler le manque à gagner parce qu'il ne faut pas se leurrer, là, un pont de 400 millions avec le peu d'achalandage qu'il y aurait, c'est pas rentable en plusieurs années. Okay? Donc, ce 18 millions-là que je demandais au départ, c'était pour combler un peu ce manque à gagner-là. Parce qu'à chaque année, surtout au début, on perd l'argent. À un moment donné, on avait calculé avec les études autour de 22-28 années. Il y a un point mort et on commence éventuellement à faire de l'argent. Donc, moi, je disais au gouvernement, donnez-moi une partie du 40 millions et moi, je vais vous faire un pont. Donc, vous ne payez pas tant que le pont n'est pas fonctionnel, il n'est pas opérationnel. Puis, de cette façon-là, vous allez économiser environ 20 millions de dollars par année. Donc, c'est chacun de vous qui économise ça avec vos impôts, et pas juste les gens de la région, mais les gens de partout au Québec. Donc, c'est gagnant pour le gouvernement. C'est gagnant pour la région, pas à peu près. Vous avez vu qu'est-ce que l'A25 ou la 30 a fait aux régions avoisinantes. Ça a changé. Par exemple, la 30 a changé Beauharnois, Valleyfield, Vaudreuil. C'est pas du tout la même région que il y a 5 ans à peine. Donc,
IKEA est rendu là, Canadian Tire est rendu là, tout le monde s'en va dans ce coin-là, toutes les industries. Donc, en gros, pour la région, économiquement, ça prend réellement un pont. Ça, je pense qu'il n'y a pas personne qui va être contre ça. Au niveau touristique aussi, là, ça paraît pas, mais l'été, on me dit souvent que l'été, à cause des touristes et tout ça, des fois, les gens attendent 3-4 traversiers pour traverser l'autre bord et vice-versa. Donc, on le voit qu'il y a du tourisme qui passe par ici. Puis c'est certain qu'avec un pont, ça va aider beaucoup, beaucoup la région. Puis il y a un paquet d'autres choses qui vont aider, bien évidemment. Mais tout ça pour dire que la proposition que je fais, en fait, c'est win-win pour tout le monde. Donc, la région va gagner, le gouvernement va payer moins d'impôts, va avoir moins de problèmes de grève. Il y a eu un accident dernièrement, par exemple, qui a été fermé, malheureusement. Il y a eu aussi, quand l'hiver, il y a trop de vent ou c'est trop froid, le traversier, souvent, il est arrêté. C'est pas toujours 24 heures sur 24. Quand on a un transport à faire, il faut gager nos heures de transport parce que des fois, on attend 1 heure puis on peut pas, on manque mettons notre enfant en garderie, on manque le travail, ces choses-là. Donc, un pont réglerait tout ça, okay, du jour au lendemain. Puis, le pont, c'est pas tellement long à construire. Aussitôt qu'on a les autorisations, on parle d'environ 2 ans. Donc, c'est pas tellement long. On a juste 1 kilomètre à faire, là. Comparativement, par exemple, au pont Champlain qui avait 4,3 km, si je me souviens bien. Donc, on a juste 1 kilomètre. On est à côté, là. 1 kilomètre. Donc, j'ai lancé l'idée. Puis, certains gens étaient contre le projet, dont les gens de Lanoraie. M. Jean, on avait des gens de Lanoraie qui n'en voulaient pas déranger leur tranquillité. Mais j'ai été les rencontrer, j'ai été leur parler, on a présenté le projet, puis ça a tourné. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui que je vois, c'est que 99,9% des gens sont en faveur du pont. Il n'y a pas vraiment de gens en défaveur. En tout cas, moi, je n'en connais pas beaucoup. Puis, qu'est-ce qui manque? La prochaine étape, qu'est-ce qui manque? Les gens souvent me demandent ça. J'ai dit dernièrement qu'il fallait que la région se mobilise, que les politiciens, mais aussi les citoyens. Bien, vous en êtes une preuve aujourd'hui. Vous commencez à vous mobiliser. Puis c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Les élus vont vous entendre, vont vous écouter. Puis un jour, on va réussir tous ensemble à faire notre pont. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est ça. Il y a eu du cheminement. Pour vous dire, les gens m'ont dit, ben, qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois? Ben, le quelques mois, c'est que j'attends grosso modo, avant de continuer le projet. Parce que c'est des gros frais, là, les gens ne savent pas, mais j'ai dépensé plusieurs centaines de milliers de dollars en études et tout. Donc, ça va vite. Puis, j'ai rencontré le ministre des Transports, le cabinet du ministre des Transports, au mois de mai, je crois, l'année passée. Oui, au mois de mai, l'année passée, juin. Puis en gros, qu'est-ce qu'il me disait, c'est que, parce que, en fait, l'acceptabilité sociale est pas mal accordée. Il n'y a pas personne, il n'y a pas de politicien, il n'y a pas de maire aujourd'hui qui est en défaveur, peut-être, à part Saint-Ignace. Mais généralement, l'acceptabilité sociale est là. Du côté technique et économique, l'argent est là. Nous, on est prêt à aller de l'avant. Puis, le seul ingrédient qui manque, c'est le côté politique. Okay? Donc, côté des libéraux en place avec le ministre des Transports, qu'on a rencontré au mois de mai-juin l'année passée. Puis, en gros, là, quand on les a rencontrés, ils ont été testés l'eau. Donc, ils savaient très bien que la région, les gens étaient en faveur. Ils savaient très bien que toute la politique municipale ici sont en faveur. Puis, il n'y avait pas vraiment d'argument contre le projet. Le problème, c'est un problème un peu au niveau du légal, au niveau des appels d'offres publics, etc., pour faire un projet de pont privé.
Okay? Puis, qu'est-ce que je disais, c'est qu'un PPP ici, là, à moins que le gouvernement mette beaucoup, beaucoup d'argent, ça va être difficile. Puis on le voit, là, il n'y a personne qui propose des PPP comme il y a eu l'autoroute 25 ou ailleurs. C'est qu'il n'y a pas assez de trafic pour une grosse firme, exemple, d'ailleurs, comme il y a eu l'autoroute 25 ou la 30, viennent investir. Donc, qu'est-ce que je leur disais au gouvernement? Je dis, il n'y a pas personne assez fou pour perdre de l'argent pendant 20 ans pour espérer d'en faire éventuellement. Moi, je suis jeune, j'ai 42 ans, fait que perdre de l'argent pendant 20 ans, il me reste encore des années à profiter. Donc, c'est un peu ça que je disais au gouvernement. Puis, grosso modo, il y a des contraintes réglementaires et comment je peux dire, de droit qui est assez difficile à aller chercher ce petit bout-là. Et le gouvernement libéral, avec le ministre des Transports, ne voulait pas s'embarquer dans tout le changement réglementaire à ce moment-là. Puis, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé à ce moment-là, c'était de revenir avec un argumentaire légal pour faire changer cette façon de faire-là au Québec. Puis, grosso modo, ma question fut, combien de temps, si je vous le dépose, ce document-là, parce que quand j'ai été, moi, rencontré, j'avais un avocat Marc Doiron, là, un très bon avocat, je pense qu'il a fait les éoliennes ici, l'avocat d'ici. Donc, je l'avais amené avec moi, puis, grosso modo, ils m'ont dit, dépose ce document-là qui explique un argumentaire légal qu'on serait capable de donner le droit de construire un projet privé au Québec. Puis là, j'ai demandé, combien de temps vous allez me revenir? Ils m'ont dit à peu près 12 mois. On était en juin, là. Donc, 12 mois, on tombe en juin de cette année. Et je savais très bien que ce document-là, il serait sur le bureau et qu'il ne serait jamais regardé parce que les élections s'en viennent. D'ailleurs, on s'en va en élection. Puis tous les projets à partir de juin, là, comptez pas qu'il va y avoir beaucoup d'évolution, là. Donc, ça me donnait rien. Donc, en gros, on s'est dit avec mon équipe, on va attendre de voir la prochaine élection provinciale, voir qui va être là, qui va être au pouvoir, puis après ça, on verra qu'est-ce qu'on fait. Mais chose certaine, je ne vous laisserai pas tomber et continuez à faire ce que vous faites comme des soirées comme ici. Je ne vous laisserai pas tomber, je vais être là, puis je vais continuer. Je vais juste attendre de voir les prochaines élections. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Denis Lefebvre qui va vous expliquer avec un PowerPoint. Malheureusement, on a juste un écran. Hein? Oui, c'est ça. Donc, M. Lefebvre va vous expliquer un peu les défis techniques et tout ça. Puis, par la suite, il va y avoir M. Bété. Et on va tout être là ensuite pour vos questions, que ce soit pour moi ou pour les autres. On va tout être là pour vous répondre à vos questions. Puis par la suite, ceux qui sont trop gênés ou quoi que ce soit, pour les poser, je vais rester dans la salle. Donc vous pourrez venir me voir, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Bien, merci, à tout à l'heure.